de liste de reconquête pour les élections européennes du 9 juin prochain. Mon invité est Marion Maréchal. Bonjour madame. Bonjour. Je vous propose de regarder tout de suite ces quelques images. Nous sommes en mai 2017 et vous annoncez en exclusivité sur TVL, à cette place, ceci. Ça fait maintenant quelques semaines, même si ce n'est que plusieurs mois, que j'ai bien réfléchi à quitter la vie politique française. 7 années plus tard, vous êtes directement au cœur de l'arène politique, en première ligne. Ma question elle est simple. Pourquoi ? Oui, merci de me rendre un peu nostalgique. Mais j'ai quitté la vie politique en 2017. Je l'avais annoncé sur votre antenne. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'était pour des raisons personnelles, avoir l'envie, le souhait de passer plus de temps avec ma famille et mes filles, puisque on peut pas prétendre s'occuper de sa grande nation quand on a le sentiment de pas être au plus près de sa petite nation qu'est la famille. J'ai voulu prendre ce temps. J'ai voulu avoir une expérience différente dans le privé, ce que j'ai fait avec l'ICEP en fondant cette école de sciences politiques qui prend tout son sens au regard de l'actualité aujourd'hui de Sciences Po, devenu l'épicentre de l'islamo-gauchisme et du wokisme, comme on l'a vu ces derniers jours. Et puis aussi parce qu'à l'époque, il est vrai, pour ceux qui s'en souviennent, je me sentais un peu minoritaire, on va dire idéologiquement, au sein du Rassemblement national. J'étais sur une ligne qu'on qualifierait d'identitaire pour certains, libérale pour certains, conservatrice pour certains, face à une ligne plus souverainiste de gauche, si on devait simplifier, face à Florent Philippot, et ayant le sentiment de pas toujours être entendu. Voilà, toutes ces raisons cumulées ont fait que je suis partie. Et sans calcul de ma part, je suis en effet revenue au moment de 2022, puisqu'à ce moment-là, s'est présenté Éric Zemmour à l'élection présidentielle, qui, pour l'essentiel, défendait déjà la ligne que je défendais au sein du Rassemblement national, et notamment cette idée d'union des droites. Et donc j'ai eu un choix pas évident, je dois le dire, ni personnellement ni politiquement à faire. Et voilà, après plusieurs mois de réflexion, j'ai fini par le soutenir, et puis j'ai décidé de m'engager pleinement dans le mouvement en tant que vice-présidente, et puis aujourd'hui comme tête de liste, avec l'intime conviction que nous sommes vraiment à la croisée des chemins. C'est pas simplement une formule convenue. J'ai le sentiment que s'il doit se passer quelque chose politiquement en France, et si nous devons pouvoir agir, c'est dans les 10 et 15 ans qui sont devant nous, et donc c'est le moment de jeter toute son énergie dans la bataille. Et donc c'est ce que je fais, évidemment, en premier lieu pour aujourd'hui mes deux petites filles. Alors vous avez décidé d'axer votre campagne, on le voit au fur et à mesure des semaines, sur l'identité et l'immigration. TF1, vous étiez hier à passer au crible toutes vos prises de parole depuis 4 mois, et les mots les plus employés sont immigration, grand remplacement, charia, mosquée. Et je me dis quand même qu'on est assez loin des thèmes traditionnels des élections européennes. Je ne vais pas vous surprendre. Quand je vous dis qu'on est à la croisée des chemins et que tout se joue pour moi dans les quelques décennies à venir, c'est parce que je fais évidemment référence à la course contre la montre démographique qui se joue et ce qu'on qualifie traditionnellement de grand remplacement, donc de bascule finalement de peuplement, avec tout ce que cela induit, et notamment en premier lieu, et moi j'en parle beaucoup, l'islamisation du continent et de la France. Je ne parle pas seulement d'ailleurs de l'islamisme, et je ne parle pas seulement évidemment du terrorisme djihadiste, qui est pour moi, on va dire, l'aboutissement, la manifestation la plus violente et la plus meurtrière, et qui est une partie émergée de l'iceberg. Mais derrière, tout le changement culturel et spirituel à l'œuvre dans nos pays, qui font qu'aujourd'hui, le Ramadan est par exemple une fête aussi visible, ostensible et banale, si je puis dire, que Noël et Pâques en France, qui fait qu'aujourd'hui, il y a en 10 ans plus 55% de femmes qui portent le voile islamique, qui fait que partout, nous voyons prospérer des offensives islamiques à tous les échelons de la société, que ce soit dans les piscines publiques, dans l'espace public avec les prières de rue, que ce soit au sein de l'école. J'ai un témoignage glaçant de ces dernières semaines avec ces proviseurs, ces enseignants qui expliquent qu'ils ne sont plus libres de pouvoir enseigner ce qu'ils souhaitent, qu'ils démissionnent ou ont peur lorsqu'ils demandent de respecter la loi sur la laïcité. Ils n'osent même plus utiliser l'expression ne pas écrire comme un cochon de peur de se faire insulter par des élèves musulmans. Donc on voit bien ce changement à l'œuvre, et donc je l'ai mis au cœur de ma campagne des européennes, car contrairement à ce que vous dites, je pense que c'est un enjeu profondément européen. Pour une raison simple, c'est que c'est un enjeu pour l'ensemble de notre continent. Si l'Europe tombe, la France tombera, et si la France tombe, l'Europe tombera également. Nous sommes tous intimement liés, que ce défi démographique, il s'impose à nous tous en Europe, et que cette islamisation, elle nous menace tous. Et que donc l'Union européenne a une part de réponse. Pas une part exclusive, puisque je pense que sur le sujet de l'islamisation et de l'immigration, évidemment qu'il y a des réponses nationales incontournables, mais la protection des frontières européennes, c'est aussi une réponse coordonnée que nous devons avoir, et c'est pour ça que je l'ai mis au cœur de cela. Et puis moi, je suis sur une campagne que je veux être dans la défense de la civilisation européenne.
Et donc, ce que je veux pouvoir défendre aussi aujourd'hui devant vous et demain au Parlement européen, c'est une approche civilisationnelle de l'Union européenne. Et donc, la défense de cette identité aux racines chrétiennes et le refus de tout ce qui peut la mettre à mal, soit parce qu'on la nie ou qu'on en a honte, et je vous donnerai peut-être des exemples tout à l'heure, soit parce qu'on finance et on alimente tout ce qui l'affaiblit et la remplace. Et je pense notamment à toutes ces compromissions de la Commission aujourd'hui, avec un certain nombre d'associations proches, par exemple, des frères musulmans, qui revendiquent publiquement une volonté de conquête islamique de l'Europe, ou tous ces lobbies, cet activisme, par exemple, LGBT, qui, petit à petit, cherchent, par exemple, à faire légaliser la gestation pour autrui au sein des pays européens, et qui donc est la négation même de l'idée qu'on se fait de la dignité humaine et du refus de la marchandisation en Europe. D'accord. Immigration égale récupération, la reconquête. On vous fait ce procès. Oui, on nous fait le procès de la récupération, on nous fait le procès de l'obsession, et ça c'est une forme, pour moi, ce que j'appelle une forme de terrorisme intellectuel pour faire taire, voilà, ceux qui veulent dire la vérité. On a eu la même chose au moment de Crépol, souvenez-vous, Reconquête a été le mouvement qui, pour le coup, a imposé ce thème du racisme anti-blanc et a refusé, finalement, cette tentative de diversion. De la même manière qu'il y a quelques heures maintenant, quelques jours, on se rend compte qu'il y a un procédé extrêmement malhonnête qui consiste à chercher de manière un peu insidieuse à mettre à égalité, si je puis dire, Matisse et le meurtrier, en expliquant que finalement Matisse, d'une certaine manière, l'aurait bien cherché parce qu'il aurait tenu, je dis bien aurait, parce que ça, c'est un témoignage pour l'instant du meurtrier, aurait tenu des propos xénophobes. On explique comme si des insultes tenues par un gamin de 15 ans pouvaient justifier qu'on lui plante 5 coups de couteau dans le ventre et que par ailleurs la mère du criminel puisse donner des coups sur le corps ensanglanté de cet enfant. Bon, donc je crois qu'il est important d'assumer, de dire la vérité sur ces sujets et de ne surtout pas se détourner de la responsabilité aujourd'hui qui est celle non seulement de l'effondrement évidemment de la justice des mineurs et du laxisme judiciaire en général, mais aussi de la politique d'immigration, parce que le problème c'est qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui est extrêmement doué en matière de communication, on y reviendra, on l'a vu dans le discours d'Emmanuel Macron, on l'a vu dans le discours de Gabriel Attal. Je veux dire, moi j'ai écouté l'intervention de Gabriel Attal, c'était incroyable sur les mots-clés. C'était extrêmement dur d'ailleurs. On a entendu parler d'ensauvagement, de décivilisation, de séparatisme, d'effondrement de l'autorité de l'État, de charia. De charia, qui est le mot que Reconquête a imposé dans le débat public depuis maintenant un mois, sous les cris d'orfraie à ce moment-là. Et la réponse, c'est quoi ? La réponse, c'est des cours d'empathie, et c'est des internats sur la base de volontariat 2 semaines pendant les vacances scolaires. Voilà. Donc nous, notre rôle, c'est pas seulement évidemment d'imposer des diagnostics, c'est de ne pas détourner le regard de la réalité et surtout d'apporter les bonnes solutions. Alors, la politique politicienne, elle revient aussi au galop. C'est que dans cette élection, vous êtes en concurrence avec Jordan Bardella. Et sur ce thème précis de l'immigration, qu'est-ce que vous dites de plus que lui ? Qu'est-ce qu'il dit de moins que vous ? Votre positionnement est-il plus radical, plus identitaire ? Est-ce que vous n'êtes pas sûr que les électeurs, eux, voient la différence ? Mais j'entends bien, et c'est pas anormal. Après tout, Reconquête est un jeune mouvement, donc il doit encore s'installer dans le paysage politique et se faire connaître. Il y a déjà, me semble-t-il, des différences de diagnostic, ce qui mécaniquement apporte des différences de réponse, puisque, je le rappelle, Marine Le Pen a exprimé, de mémoire, c'est dans le JDD il y a plusieurs mois de cela, son refus de l'existence d'un choc de civilisation en France avec la civilisation islamique. Elle considère qu'il n'y a pas de choc de civilisation, pour faire simple, entre la civilisation française et la civilisation islamique. Je pense le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, l'islam est une civilisation à part entière, avec évidemment ses mythes fondateurs, ses héros, ses croyances, ses pratiques culturelles, son mode de vie et même son droit. On le voit bien dans les pays d'ailleurs qui sont à majorité musulmane. Et que donc, il n'y aura pas de cohabitation possible. Il n'y aura pas de cohabitation possible et qu'à la fin, l'une des deux seulement gagnera. Et donc tout l'enjeu de ces européennes et de toutes les élections à venir, c'est quelle civilisation voulons-nous voir gagner dans les années à venir. Donc déjà, ça c'est une grande différence. Par ailleurs, Jordan Bardella lui l'a redit lui-même, il ne considère pas que l'islam est incompatible avec la République. Une espèce de réponse un peu louvoyante qui consiste à dire que c'est aux musulmans de le dire. Moi, je considère qu'il y a aujourd'hui en islam des préceptes, pas tout évidemment, mais certains préceptes qui sont incompatibles avec la France, avec la démocratie, avec la civilisation européenne. Et donc le tout est d'expliquer que c'est à l'islam de s'adapter à la France et donc c'est aux musulmans de renoncer dans leur pratique à ces prétextes qui entrent en contradiction. Donc déjà, bon, c'est une différence importante entre nous. Ensuite, sur la question des réponses, il y a quelques différences notables sur ces sujets. Par exemple, aujourd'hui, le Rassemblement national défend à l'Assemblée nationale un délai de carence
pour l'obtention de ce qu'on appelle les aides sociales non contributives. Donc vous savez, ces aides qui font qu'aujourd'hui vous pouvez les toucher sans avoir travaillé. On pense aux APL, on pense aux allocations familiales par exemple. Nous considérons qu'il ne doit pas seulement y avoir un délai. On considère que ces aides doivent être exclusivement réservées aux personnes de nationalité française. Mais si je vous écoute, j'ai l'impression qu'on vous trouve effectivement plus radical. Mais d'autres vous reprochent, par exemple, une alliance, une proximité avec le Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui, sur la question de l'immigration, là, elle fait plus que des reniements. Ah non, moi je crois pas du tout. Non, mais ça, c'est un argument qui est utilisé par le gouvernement et pour disqualifier, si je peux dire, la droite conservatrice, et il est totalement faux. Moi, je vais vous refaire l'historique. C'est un pays que je connais bien, l'Italie, puisque mon mari est italien et membre de Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni, quand elle est arrivée aux affaires, elle voulait le blocus naval européen en Méditerranée, que je défends aussi. Elle voulait donc une coopération des États sur le plan militaire avec du matériel et des hommes pour permettre de faciliter la lutte contre finalement les trafiquants. Eh bien, ce sont les gouvernements allemands et français qui se sont opposés à la mise en place de ce blocus naval en Méditerranée. Et pendant que elle mettait au pas, ce qu'elle a fait d'ailleurs, les ONG de gauche qui se font les complices de trafiquants de passeurs, qui font qu'aujourd'hui ils sont coincés dans les ports italiens, eh bien nous, notre Premier ministre, ou en tout cas notre ministre de l'Intérieur, il accueillait au même moment l'Ocean Viking, ce fameux bateau de clandestins, à Toulon, contribuant ainsi à un nouvel appel d'air. C'est également une femme d'ailleurs qui a durci les conditions de détention des clandestins, qui a été à l'initiative, rappelons-le, de l'accord avec la Tunisie, qu'elle a fini par extorquer, si je puis dire, à la Commission européenne et qui a d'ores et déjà porté ses fruits, puisque ces accords avec les pays de départ ont permis une baisse de 70% des débarquements depuis les côtes tunisiennes. C'est le commissaire aux affaires intérieures qui l'a lui-même avoué, et elle est d'ailleurs à l'initiative pour multiplier cela, notamment en Égypte. Donc elle a toujours dit que l'un des moteurs, si je puis dire, de sa politique, c'était bien sûr de protéger les frontières italiennes. Et d'ailleurs, les élus de Fratelli d'Italia n'ont pas voté le pacte asile-immigration et notamment cette mesure de répartition. Ils ont fait preuve d'une solidarité, si je puis dire, civilisationnelle de ce point de vue-là. Ils n'ont voté comme nous, d'ailleurs, que les quelques mesures un peu techniques qui aller dans le bon sens au milieu d'un flot de choses qui n'allaient pas dans le bon sens. Maintenant, je sais à quoi vous faites référence. Vous faites référence à l'immigration de travail. Oui. Ce qui est vrai, c'est que moi, Le chiffre, c'est 450 000. Alors, c'est en potentiel. Mais attention, il y a une grande différence quand même entre l'Italie et la France à noter. Moi, je ne souhaite pas augmenter l'immigration de travail en France, ça c'est une première chose, mais en ce qui concerne l'Italie, pour comprendre le point de vue italien, aujourd'hui, déjà, vous savez, quand un immigré vient avec un visa de travail en Italie, la différence avec la France, c'est qu'il vient, il travaille et il repart. C'est quand même une grande différence. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, en Italie, il n'y a pas déjà tout le panorama, si je puis dire, d'aide sociale extrêmement généreuse qu'il y a en France, donc il y a une incitation à venir quand même beaucoup moindre. 2, il n'y a pas le droit du sol. Donc il n'y a pas d'installation de manière générale durable de ces populations comme en France. Ensuite, ces visas de travail ne sont accordés que pour des personnes venant de pays qui ont signé un accord avec l'Italie et qui donc s'engagent à reprendre leurs clandestins. Ce qui fait évidemment que c'est une façon de faciliter la maîtrise des flux et de s'assurer que ces personnes, si jamais pour une quelconque raison, restaient illégalement sur le territoire italien, aient la certitude de repartir. Ce qui est évidemment pas du tout ce que fait la France, que je rappelle que nous avons à peu près 7% d'exécution, d'obligation de quitter le territoire français. Donc vous voyez, il y a quand même de grandes différences, même si évidemment moi je suis pas à la place des Italiens, on connaît le vieillissement de leur population et la situation démographique. Et je dois dire, là je vous le dis en toute franchise, je pense que les Italiens n'ont pas tout à fait conscience, comme les Français, encore des implications migratoires. Ils commencent évidemment à s'en rendre compte puisqu'ils sont la porte d'entrée de l'Europe, donc ils ont à gérer finalement les entrées pour l'ensemble de l'Europe. Ils sont victimes indirectes d'ailleurs des politiques incitatives de l'Allemagne et de la France. Mais ils n'ont pas, si vous voulez, cet sentiment oppressant de grand remplacement ou de bascule civilisationnelle et culturelle. Parce que tout simplement, l'immigration en Italie n'est pas du tout la même à l'heure où je vous parle. Donc à nous aussi de les porter à une prise de conscience, même si je crois que la situation française les alerte bien largement déjà. Il y a des gens qui ont pris conscience des choses et qui vont plus loin. Ils disent l'Union européenne elle doit nous protéger de l'immigration, tout au moins à nos frontières. C'est pas le cas. Et donc le fonctionnement même de l'Union européenne doit susciter une critique importante. C'est ce qu'on appelle le courant ici électoral peu fort, mais un point de vue porté lourdement, qui est celui du souverainisme. Qu'est-ce que vous répondez aux souverainistes qui disent la seule clé possible, c'est la sortie de l'Union européenne?
Alors, il y a deux choses, parce que moi je ne suis pas insensible évidemment au combat pour la souveraineté. Enfin, je veux dire, c'est un combat essentiel. Je considère que combat pour la souveraineté et combat pour l'identité vont toujours ensemble, mais que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que penser la souveraineté, c'est-à-dire penser l'organisation finalement des institutions européennes sans penser à la vision qu'on veut porter en ayant récupéré finalement les manettes, ça n'a pas grand intérêt. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais vraiment cru, même si c'est séduisant sur le papier, à une grande alliance souverainisme de droite, souverainisme de gauche, parce que évidemment on peut se retrouver sur une critique de l'Union européenne. Certains vont critiquer l'Union européenne par anticapitalisme, si je puis dire. Les autres à droite vont critiquer l'Union européenne parce que elle détruit la civilisation européenne, mais à la fin, une fois qu'on s'est accordé potentiellement sur la façon dont on réorganise ces institutions et puis on récupère les manettes, on n'est pas du tout d'accord sur la direction à donner à ces manettes. Or, pour moi, c'est l'objectif. Souveraineté, c'est un moyen et l'identité, c'est une fin. Moi, je nuancerais ce débat. C'est-à-dire que la question institutionnelle, elle est importante. Il est évident aujourd'hui qu'il y a des dysfonctionnements au sein de l'Union européenne, que von der Leyen outrepasse les traités régulièrement, ce qui est évidemment un scandale, que les jurisprudences de l'Union européenne surinterprètent le droit européen et donc s'accordent des pouvoirs totalement démesuré. Il est évident qu'aujourd'hui, la fuite en avant fédéraliste est absolument insupportable et que l'Union européenne s'occupe de choses dont elle ne devrait pas s'occuper. On la voit rogner de plus en plus, par exemple, sur le droit du travail ou le droit social. Alors, je considère qu'elle n'a pas aujourd'hui à en faire son affaire, mais je pense que réduire le combat de l'Union européenne à la dimension institutionnelle est une erreur. Moi, je crois beaucoup aujourd'hui au combat aussi idéologique et au clivage droite-gauche, qui, quoi qu'on en dise, est en train de revenir entre une droite identitaire et la gauche wokiste incarnée par LFI. Et moi, ce que je dis à ces personnes, c'est que, au-delà évidemment de ces combats qu'on doit mener sur le respect des identités et des souverainetés, évidemment, s'opposer, par exemple, à la conditionnalité des aides aux pays conservateurs, comme on l'a vu en Hongrie, en Pologne, ce qui est un scandale. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir changer la politique de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est pas je dis pas ça pour faire plaisir. Je regarde les sondages européens. C'est-à-dire que, pour faire simple, depuis des décennies, l'Union européenne, elle est gouvernée par une coalition qui est toujours la même, qui est celle d'Ursula von der Leyen et qui est composée du centre du groupe PPE où se trouvent les LR, alliés au groupe Renew d'Emmanuel Macron, alliés aux socialistes. Donc en gros, c'est une majorité du centre allié à la gauche qui gouverne depuis des décennies l'Union européenne et qui fait des choix idéologiques qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est que pour la première fois, nous pouvons avoir un Parlement européen qui va vers la droite. Et donc nous pourrions avoir une Union européenne de droite imparfaite dans son fonctionnement, mais qui d'ores et déjà ferait des choix idéologiques différents. Et donc c'est ça qui se joue à ces élections européennes, et c'est ce à quoi je veux contribuer. Vous voulez rejoindre le groupe des conservateurs et réformistes. On les a rejoints déjà. Vous avez rejoint, mais rejoindre à partir après, de 10 juin le groupe CRE. Et vous le dites à l'instant, mais est-ce que cette perspective, elle ne vous entraîne pas non plus à faire des concessions ? Par exemple, sur les questions internationales, géopolitiques, je pense à l'Ukraine d'un côté, un soutien tranché à l'effort de guerre de l'Ukraine contre la Russie, tout en indiquant, comme vous l'avez fait il y a quelques jours, ce n'est pas à la France de faire la guerre à la place de l'Ukraine. Ce sont pas des contradictions. Je vais vous dire, est-ce qu'on est soumis au CRE, si on veut demain faire votre politique? Je vais vous dire, c'est une illusion que d'imaginer qu'on pourra peser au sein du Parlement et demain au sein de l'Union européenne sans alliés. Qu'on le veuille ou non, on est 27 pays. Si à un moment donné, la France veut pouvoir influer sur la politique européenne et défendre ses intérêts au sein de l'Union européenne, elle a besoin d'alliés. Maintenant, il y a la question des gouvernements. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une union latine serait plus pertinente qu'un pseudo-couple franco-allemand dont on a vu toutes les limites depuis des années. Et il y a la question du Parlement européen. Aujourd'hui, c'est indéniable, il peut y avoir des différences, dans tous les groupes ça existe. C'est vrai par exemple au groupe des conservateurs sur ce sujet de l'intégration de l'Ukraine, vous avez parfaitement raison, mais c'est vrai aussi à ID, dans le groupe du Rassemblement National. La plupart des alliés du Rassemblement National aujourd'hui sont pour l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Donc c'est un clivage en fait qu'on peut retrouver partout. Et malheureusement, il faut bien le dire d'ailleurs, la France est minoritaire sur un certain nombre de sujets, notamment dans sa volonté d'une défense européenne qui soit plus indépendante des Américains. Force est de constater que nous sommes minoritaires sur ce sujet. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas se donner les moyens de garder notre indépendance au niveau national. C'est tout l'enjeu d'ailleurs, et c'est pourquoi il faut absolument refuser l'armée européenne et la diplomatie européenne voulue par Emmanuel Macron. Maintenant, qu'est-ce que je vois moi de passionnant dans ce groupe? C'est que c'est quand même un groupe qui s'est placé dans sa charte il y a quelques semaines de cela sous le haut patronage de Saint-Benoît, qui est quand même le Saint-Père de l'Europe, qui est dans un combat civilisationnel assumé, qui veut défendre bien sûr les frontières européennes et les racines chrétiennes de l'Europe, qui s'est opposé
au pacte vert et donc à ce fanatisme écologique, ce tsunami de normes, de règles, de contraintes qui aboutit à la décroissance agricole et industrielle, qui est très engagé également dans la lutte contre le fameux activisme LGBT, qui a été de tous les combats pour lutter contre la GPA. Donc c'est quand même le groupe le plus cohérent et surtout, j'ai envie de dire, le plus influent. Parce que il y a deux choses, comme vous disiez, différence tout à l'heure avec le Rassemblement national. Il y a quand même une grande différence dans ces élections européennes. C'est la capacité à agir au Parlement européen. Je vous le dis très franchement, et chacun sera libre d'aller vérifier ce que je suis en train de dire. Demain, que le Rassemblement national ait 27, 28, 29 ou 30 députés européens, et ils en auront très certainement beaucoup, ne permettra pas de changer la politique de l'Union européenne. Parce qu'ils font partie d'un groupe, le groupe ID, qui est un groupe isolé et marginalisé. On peut trouver ça injuste et intolérable, tout à fait, mais c'est un fait. Or, demain, nous, avec, je l'espère, une dizaine de députés, peut-être plus, eh bien, nous pouvons être dans le groupe qui peut battre le groupe d'Emmanuel Macron au Parlement européen et qui peut faire basculer la majorité par une nouvelle coalition. Et donc, je vous le dis, en fait, tous ceux qui veulent qu'il y ait un changement à droite au Parlement européen, ils ont intérêt pas seulement à avoir le Rassemblement national, mais à avoir Reconquête pour construire cette coalition. Et donc ne nous trompons pas, lorsqu'on nous explique qu'il y a des votes perdus ou des votes inutiles, ça n'est pas vrai. Objectivement, s'il y a bien un vote utile pour changer les choses aujourd'hui, c'est Reconquête au Parlement européen. Alors ce qui m'amène derrière la dernière question, vous avez parlé de la défense des valeurs de la civilisation européenne et chrétienne, et on vous a vu à l'action, à l'œuvre, notamment sur la question de la GPA, où est la maman, qui a entraîné un large débat. Et je me disais, la défense des valeurs, c'est beau, c'est très beau, ça permet d'être à contre-courant, c'est ce que vous avez dit sur une chaîne concurrente il y a quelques jours, mais tout ça, ça ne paie pas électoralement. Voilà, on peut s'en désoler, le regretter, mais les électeurs ne se déterminent pas sur ces critères-là. Alors, je ne fais pas de la politique en fonction des sondages, déjà d'une part. S'il faut être minoritaire un temps sur un sujet et mener ce combat, je le mènerai quand même. Voilà, je serai peut-être la dernière à droite, mais moi je le dis, je le redis, je ne Est-ce que c'est pas contre-productif ? Je ne regrette pas mon engagement auprès de la Manif pour tous. Je l'ai fait pour certaines raisons, et je considère que toutes ces raisons pour lesquelles je l'ai fait se sont confirmées d'une certaine manière dans les années qui ont passé. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure du combat civilisationnel et identitaire. Pour moi, le combat pour l'identité, ça n'est pas uniquement la question de l'immigration et de l'islam, même si évidemment le sujet central, urgent, si je puis dire, est le plus manifeste. Mais la défense d'une civilisation, c'est aussi la défense, c'est une certaine manière évidemment de croire, de sentir, de parler, d'être au monde, de vivre, mais c'est aussi des principes fondateurs sur lesquels nous nous retrouvons. Et parmi ces principes fondateurs, eh bien, il y a en effet une certaine vision de l'homme, une certaine vision de sa dignité. L'Europe, par exemple, considère que l'homme est digne par nature, quelle que soit sa condition, son statut social ou son origine. Toutes les civilisations ne pensent pas cela. Et donc, je crois que lutter, par exemple, sur le sujet de la JPA, contre la marchandisation humaine de la femme et de l'enfant, lutter pour le respect de l'enfant dans le cadre de la filiation, c'est aussi mener un combat pour notre civilisation. C'est aussi mener un combat pour notre identité, pour notre singularité européenne par rapport au reste du monde. Et donc moi je continuerai de mener ce combat identitaire dans sa globalité, parce que je pense que l'Europe a encore des choses à dire au monde, et nous ne pourrons pas nécessairement compter sur bien les États-Unis ou la civilisation chinoise, turque, pour mener ces combats à notre place. D'où votre présence avant-hier à Don Rémy pour rendre hommage à Jeanne d'Arc, sainte héroïne de la patrie. C'était quoi ? C'était un message envoyé, un pied de nez au RN, où vous criez « Jeanne, au secours » ? Ah non, je l'ai pas du tout fait comme un pied de nez au RN, je l'ai fait plutôt comme la volonté, moi aussi, de trouver une façon de rendre hommage à Jeanne d'Arc. Et c'est pour ça que j'ai choisi une manière nouvelle, si je puis dire, en me rendant à Don Rémy, dans le village natal de Jeanne. Vous savez, Jeanne, c'est une figure qui appartient à tous les Français. De gauche comme de droite, chacun a une bonne raison d'ailleurs de l'aimer, c'est ce qui est merveilleux dans l'histoire de Jeanne. Et beaucoup d'hommes politiques leur ont rendu hommage. Alors Jean-Marie Le Pen en premier lieu, rendons-lui grâce de ça. Il a alimenté cette ferveur populaire, il a fait en sorte qu'elle ne tombe pas dans l'oubli et l'indifférence. Mais aussi Philippe de Villiers et Nicolas Sarkozy. Et donc quand on est dans un combat civilisationnel, il n'y avait pas de raison que la sainte patronne de France ne soit pas aussi honorée par Reconquête. Et c'est ce que nous avons fait et que nous continuerons à faire d'ailleurs dans les années à venir. Merci Marion Maréchal. Deux petites questions encore. Oui. Vous savez, j'ai encore 1h51, c'est fabuleux. Le 10 juin au matin, vous allez rejoindre le Parlement européen. Oui. Tout d'abord, est-ce que vous allez y siéger ? Ah bah, évidemment.
Pour ceux qui m'ont connu comme député de Vaucluse, je crois avoir fait la démonstration que lorsque j'ai un mandat, je m'y tiens. Donc, pas faire de la figuration. Vous irez à Bruxelles et à Strasbourg. Bien sûr, non, évidemment. Je pose la question. Mais vous avez raison, c'est mieux en le disant. Voilà, c'est mieux en le disant. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Donc, oui, bien sûr. Quels sont les dossiers sur lesquels vous souhaitez travailler prioritairement? Quel est le thème sur lequel vous souhaitez avancer au sein de votre groupe ou au sein du Parlement? Alors, en premier lieu, bien sûr, ces sujets liés, on a parlé tout à l'heure, mais aux questions migratoires. Donc, obtenir notamment la réforme du droit d'asile, obtenir le financement de hotspots à l'étranger, le financement également d'un certain nombre d'infrastructures comme des murs physiques demandés par un certain nombre de gouvernements aujourd'hui qui ont besoin de financement. Il y a aussi un grand combat, on l'a abordé très rapidement tout à l'heure, sur le fameux pacte vert, qui sont un ensemble de textes qui aujourd'hui ne sont pas abandonnés, mais reportés après les élections. Et donc il va falloir absolument s'opposer à cette vision de l'écologie punitive, voire même de la pénitence, et au contraire essayer de soutenir toutes les initiatives qui sont des vraies réponses écologiques et qui trouvent leur source dans l'innovation et le génie européen. Je pense par exemple aux mini-réacteurs qu'on appelle SMR aujourd'hui, ou toutes ces initiatives qui peuvent permettre demain de nous passer des produits phytosanitaires qui sont en train d'être développés et à qui on ne laisse pas le temps et qui on ne donne pas les moyens de pouvoir arriver au bout, puisque l'Union européenne passe son temps à faire des interdictions sans solution, notamment sur le plan agricole et des produits phytosanitaires. Donc ça va être déjà deux grands combats évidemment fondamentaux. Et de manière générale, pour faire simple, moi ma boussole idéologique, ce sera à chaque fois que j'ai quelque chose à voter, est-ce que ce texte va dans le sens de la définition, de la protection et de la transmission de la civilisation européenne? Si tel est le cas, eh bien évidemment je serai là. Et je serai là aussi pour m'opposer au plan funeste voulu par notamment les socialistes et les macronistes, sur lequel d'ailleurs je note que les LR se sont abstenus à la fois au Parlement européen et à l'Assemblée nationale, qui est celui de vouloir une armée européenne, la fin du droit de veto de la France, un élargissement à 35 ou à 40, parce que j'ai vu ça, une dette européenne, des impôts européens. Ça, ce sont tous les grands combats auxquels nous allons devoir nous opposer une fois au Parlement européen. Voilà. Et si un jour Mme von der Leyen vient frapper à votre porte, Guten Tag, Frau Maréchal. Ce qu'elle tente de faire, mais parce qu'elle est en difficulté. Mais jamais. Mais aujourd'hui, quand même, rappelons une chose, Ursula von der Leyen est la candidate du PPE, elle est la candidate du groupe des LR, pas la candidate du groupe d'ECR. Les ECR n'ont pas voté pour elle. D'ailleurs, Mélanie elle-même a refait une déclaration il n'y a pas si longtemps en disant qu'elle n'était pas sa candidate, qu'elle était évidemment contrainte de travailler dans les cadres institutionnels avec elle en tant que chef de gouvernement, ce qui est normal pour obtenir des choses sur les Italiens, mais qu'elle était extrêmement critique de sa politique, que jamais elle n'accepterait de faire des alliances avec la gauche, ce qui a été le cas de Ursula von der Leyen ces dernières années. Et puis permettez-moi quand même de dire une chose qui manque pas de sel quand on essaye de faire croire qu'il y a une ambiguïté. Vous croyez vraiment que les Polonais du PiS, qui ont été les victimes d'Ursula von der Leyen, qui leur a fait du chantage aux aides parce qu'elle considérait que ce gouvernement était à l'époque réactionnaire et trop conservateur, vont soutenir Ursula von der Leyen? Vous croyez que les Hongrois de Viktor Orban, qui eux aussi ont subi ce chantage d'Ursula von der Leyen et qui demain rejoindront le CR, seront du côté d'Ursula von der Leyen? C'est pas sérieux. Merci Marion Maréchal. Merci à vous.